Aujourd'hui, nous allons faire un petit peu ce que faisait Jacques Bainville. Nous allons appliquer une sorte de méthode bainvillienne, c'est-à-dire que nous basant sur l'étude du passé, nous en arriverons en fin d'émission à évoquer l'actualité. Alors, je vais quand même lire pour les auditeurs, pour les mettre dans l'ambiance, notre 4e de couverture, qui est une chose extraordinaire, je le dis tout de suite. Fin 1789, un étonnant vieillard. Entre guillemets, l'étonnant vieillard, c'est une citation. Vous nous expliquerez. Chargé de 120 ans, vient faire sensation à la Constituante. Les mois qu'il y cause arborent les traits pré-romantiques, non dénués d'équivoque de la sensiblerie d'alors. Un théoricien de la pédagogie prétend aussitôt, pour ses leçons de choses, s'emparer de l'auguste vieillard. Encore une citation, s'emparer de l'auguste vieillard. Qu'en réalité, ses proches manipulent pour en faire argent. C'est joliment écrit dans le... Presque une fable de La Fontaine. Absolument. Au-delà de l'anecdote, l'affaire, à maints égards tragicomique, met en jeu les ressorts visibles ou cachés d'une autre facette de l'esprit du temps, l'utilitarisme. De fil en aiguille, ce qu'évoquent ces pages, c'est, avec ses saveurs inégalement douces, tout l'univers mental de la Révolution, au centre duquel un souci majeur et déterminant, s'approprier l'homme, donc, dont le titre de votre ouvrage. Et votre éditeur ajoute, à la lecture de cette étude historique, le lecteur s'apercevra combien cette obsession révolutionnaire est encore présente et inspire le législateur d'aujourd'hui dans sa volonté de s'approprier l'homme et d'en façonner sa mentalité contre l'ordre naturel des choses. Alors donc dans la dernière partie de cette émission, nous évoquerons un petit peu quelques écrits et puis au fond la carrière de M. Vincent Peillon, qui est notre actuel ministre de l'Éducation nationale et autres. Professeur, à vous de commenter de nous expliquer, de nous éclairer, puisque nous parlons des Lumières au départ, de nous éclairer sur votre ouvrage, sur ce qui vous a guidé, comment vous avez trouvé cette chose extraordinaire que vous développez. Cet ouvrage est un peu né d'un paradoxe, puisque je suis parti d'une anecdote. C'est l'anecdote qui traverse tout l'ouvrage. C'est la venue de ce vieillard qui a effectivement un âge particulièrement de nature à frapper les esprits, 120 ans. Il vient à l'Assemblée constituante, il était déjà un homme mûr lorsque Louis XIV est décédé. Et cette anecdote de l'étonnant vieillard, comme dit le procès-verbal de l'Assemblée constituante, sur cette anecdote se greffent toutes sortes de choses dans la manière de dire les choses par les contemporains, dans leur mode de réaction, etc. Il y a, je dirais, toute une historiette, tout un petit tableau autour de ce vieillard, assez étonnante. Surtout quand on finit par connaître les dessous exacts de cette affaire. C'est une petite anecdote, mais les traits qui ressortent de cette affaire-là touchent à des éléments essentiels de la Révolution. D'où l'intérêt pour l'historien de s'amuser. Ça a été au point de départ, c'était un peu un amusement que de tirer de cette anecdote assez limitée autour d'une seule personne, de tirer beaucoup de choses qui venaient. Et puis, de fil en aiguille, il est apparu que le sort, que le destin, en tout cas celui qu'on voulait infliger à ce malheureux vieillard, s'emparer de lui, s'emparer de l'auguste vieillard. Qui veut s'emparer de l'auguste vieillard? Un théoricien de la pédagogie, qui n'est pas membre de la Constituante, mais qui visiblement suit l'auguste vieillard dans son parcours parisien, puisque cet auguste vieillard vient du Jura. Ce théoricien de la pédagogie, qui deviendra un conventionnel et un de ceux qui parlent sur la pédagogie sous la Convention, a fondé un établissement expérimental d'enseignement, et il voudrait transformer l'auguste vieillard en matériel pédagogique.
de manière à inculquer à ses élèves le respect dû à la vieillesse. Alors déjà, moi ce qui m'avait tout de suite frappé lorsque j'avais pris connaissance de ce texte il y a déjà assez longtemps, on a là un des travers tout typique, classique de la Révolution, au nom du respect pour une abstraction, la vieillesse, on va essayer de mettre la main sur un être en chair et en os sans lui demander son avis, étant entendu qu'il sera heureux puisqu'il sera servi par les jeunes que l'on éduque expérimentalement dans cet établissement, et puisqu'il sera heureux, il n'y a pas besoin de lui demander son avis. C'est un des aspects du totalitarisme révolutionnaire, l'obligation d'être heureux, puisque il est absurde de ne pas être heureux lorsqu'on vous apporte le bonheur. Oui, au fond, on veut le rendre heureux malgré lui, quoi. Tout à fait. Au minimum, sans lui demander... On sait beaucoup mieux que lui ce qui va le rendre heureux. Voilà. D'où, ce qui m'avait beaucoup frappé à l'époque aussi, enfin je dis à l'époque, c'est quand j'ai découvert ce texte, il y a déjà un certain nombre d'années, ce qui m'avait beaucoup frappé, ça m'a tellement frappé que l'intéressé dont je vais dire un mot, eh bien tout un chapitre lui est consacré finalement, la réaction d'un empêcheur d'idéologiser en rond à la Constituante, qui est Mirabeau, mais pas le grand Mirabeau, mais son frère cadet, qui est un personnage très haut en couleur, qui est très proche de son frère à mains égards, y compris quant aux idées, mais qui, lui, va être rapidement révulsé par le caractère irréaliste de la démarche révolutionnaire, et qui le montre parfaitement en intervenant, lorsque toute l'Assemblée est émue à l'idée est émue dans toute sa sensiblerie devant le grand âge de ce vieillard, et toute disposée à s'émouvoir encore plus à l'idée qu'un théoricien de la pédagogie puisse s'emparer de lui. Il y a ce Mirabeau, ce frère cadet de Mirabeau, surnommé Mirabeau Tonneau, à cause de son amplitude et son goût pour les boissons alcoolisées, et qui jouit à la Constituante d'un grand avantage, c'est-à-dire il a une voix qui porte extraordinairement. Et il intervient et il dit faites ce que vous voudrez de ce pauvre vieillard, mais laissez-le libre. Pour ce pauvre vieillard, mais laissez-le libre. Et on a toute avec cette réaction de Mirabeau, avec la réaction du théoricien que je n'ai pas encore cité, mais il mérite la citation parce que j'en parle beaucoup dans mon livre, qui est Léonard Bourdon. Qui imprudemment a ajouté un de la Cronière juste avant 1789, mais qui s'en défrappe. Effectivement, c'est très dangereux. Maladroit. Très rapidement. Eh bien, dans cette scène extrêmement courte, enfin ça a dû durer 10 minutes à l'Assemblée constituante, je suppose, on a les grands ressorts du totalitarisme révolutionnaire, qui est un totalitarisme bien intentionné. Il s'agit de rendre les gens heureux, et par la même occasion, il s'agit de l'état d'esprit de la pensée des Lumières qui est derrière. Alors la grande affaire, si vous voulez, de ce livre a vraiment pris tournure lorsque j'ai croisé ce dossier anecdotique avec la volonté des révolutionnaires de s'approprier l'homme dès le berceau, puisque c'est ça qui compte, c'est ça le véritable enjeu pour eux. Il s'agit de s'approprier l'enfant de manière à le conformer exactement comme il doit être dans la perspective de la République. Et cette idée de s'approprier l'enfant dès le berceau, elle devient omniprésente sous la Convention, au cœur de la Révolution, s'approprier l'enfant dès le berceau pour ne plus le lâcher jusqu'à sa mort, dit-on. S'approprier l'enfant sur le sein de sa mère, c'est aussi une expression qu'on entend. Aller chercher l'enfant dans l'embryon de l'espèce, même, entend-on à la tribune de la Convention, ce qui veut dire visiblement commencer par le conditionnement des parents, et particulièrement des mères, évidemment, mais aller chercher l'enfant dans l'embryon de l'espèce, c'est dit d'une manière tout de même la manière de s'exprimer, évidemment, n'est pas neutre, n'est pas innocente. Et alors, évidemment, le grand paradoxe de ce dossier qui fournit la matière à ce livre,
c'est que quelqu'un qui n'était plus enfant depuis 120 ans, qui n'était plus, dont le berceau n'existait plus depuis très longtemps, eh bien, qui n'est pas encore décédé, qui va décéder quelques mois plus tard, très peu de mois plus tard, eh bien, il n'y échappe pas. Il n'y échappe pas. On veut essayer de s'emparer également de lui, puisque c'est le grand verbe qui est utilisé par les conventionnels lorsqu'ils manifestent leur pulsion pour contrôler l'enfant, les enfants de la République. Eh bien, ce malheureux vieillard a failli y passer lui aussi, malgré son très grand âge. Ah oui. Malheureux vieillard dont je n'ai pas dit encore que s'il est d'origine populaire, c'est un paysan du Jura, il est illettré, on aurait pu penser au moins à l'alphabétiser peut-être, oui, avant d'en faire du matériel pédagogique. Et Auguste Vieillard, qui, quoique venant du Jura, quoique paysan venant du Jura, n'a pas le statut de serf. Or, c'est en Franche-Comté qu'il y avait les derniers serfs à la fin de l'Ancien Régime. Ça serait beaucoup mieux si ce vieillard était un serf. Et bien, puisque malheureusement on n'en est pas un, on en fait un serf honoris causa en quelque sorte. Donc c'est le serf du Mont Jura et ça passera dans l'histoire comme ça. Michelet croit que ce Jean Jacob, puisque c'est son nom, était serf. Voilà. Et c'est vrai que l'histoire est bien plus belle comme ça. Ah mais bien sûr, voyons. Anne, vous aviez là une réflexion, je pense, importante, parce que vous avez beaucoup étudié la période révolutionnaire. C'est une période qui vous intéresse beaucoup. Ah oui, non, mais il y a énormément de choses à dire sur cet ouvrage dont il faut dire aux auditeurs qu'il est très court. C'est à peine 100 pages. Donc c'est un condensé extraordinairement précis, et c'est ce qui le rend encore plus percutant. Hein, c'est ça, la brièveté du propos autour de cette anecdote elle-même extrêmement courte dans l'histoire révolutionnaire. Oui, c'est presque rien. Ça n'est presque rien. Exactement, mais c'est souvent de petits riens. Mais il y a presque tout dans ce presque rien. Ah oui, c'est ça. Exactement. Mais ce qui, alors, c'est à la fois extrêmement intéressant et en même temps glaçant pour la permanence de cette obsession révolutionnaire, et aussi glaçant pour la période en elle-même, parce que ces théoriciens de l'Assemblée constituante à l'époque ne vont pas tarder à mettre dramatiquement en pratique ces idées. On pense évidemment, en vous lisant, à Louis XVII, dont on va essayer de tout faire pour enlever ce qui reste en lui. Oui, et dont quelqu'un dit, à une époque où on n'est pas encore officiellement décidé à rompre avec la monarchie, ça doit être après Varennes, quelqu'un dit, si vous voulez garder le dauphin comme roi, emparez-vous de lui. Oui. Emparez-vous de lui, c'est à son âge qu'il est malléable, etc. Donc lui aussi, comme l'Auguste Vieillard, et comme tous les enfants sur le sol de France, a théoriquement vocation à ce qu'on s'empare de lui pour le formater. Alors, est-ce que je peux vous poser une question avant que nous continuions cette conversation? Ce sont les bornes chronologiques que vous avez données, 1770-1800. Oui. Elles se justifient de quelle façon à vos yeux? Eh bien, j'aurais pu continuer au-delà de 1800, mais comme je n'en parle pas spécialement, c'est pour donner une date ronde qui laisse entendre que toute la Révolution est bien impliquée et je parle beaucoup du Directoire, effectivement, dans mon livre. 1760, pour indiquer que les grands ressorts de ce livre, qui ne sont pas les ressorts que j'ai introduits, mais les ressorts que j'ai trouvés dans la documentation, ces ressorts sont bandés dès 1760, et spécialement chez Rousseau. Rousseau, qui est il n'est pas le seul, ils sont très nombreux, mais c'est le théoricien de la pédagogie par excellence sous l'Ancien Régime. Et Rousseau qui m'a fourni mon titre. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un titre parce que pendant longtemps, j'attachais trop d'importance à l'affaire de l'Auguste Vieillard et je voulais que le titre touche à ça, mais ça me paraissait trop anecdotique, etc. Et puis,
sur une intuition, je me suis dit qu'une phrase de Rousseau que je citais en tête du chapitre central de ce livre, eh bien, me fournissait mon titre. Et cette phrase qui, du coup, eh bien, a eu les honneurs de monter en exergue, je la lis, elle est toute courte, ça vient de Émile. L'homme s'approprie tout, mais ce qu'il lui importe le plus de s'approprier, c'est l'homme même. Et cette phrase, qui est typiquement rousseauiste, reflète parfaitement la vision pédagogique de Rousseau vis-à-vis d'Émile, avec cette précision sur laquelle j'insiste un peu dans 2 ou 3 pages, c'est que Rousseau prend soin de nous préciser que Émile est orphelin. C'est très important. Oui, c'est très important. C'est très important. Émile est orphelin parce qu'entre le pédagogue et l'enfant, il ne faut pas l'interférence de parents. Voilà. Les parents sont des gêneurs. Alors ça, on retrouve ça. Vous allez dire, on retrouve ça aujourd'hui. Tout à fait. Nous en reparlerons. Nous citerons ça à la fin de l'émission. Mais on trouve ça sous la Révolution. La famille comme un élément antisocial. La famille comme élément antisocial, c'est très frappant. C'est pas un thème polémique de ma part. Non, c'est une réalité. C'est ce que la documentation impose de déduire. Et donc, Rousseau, Émile est orphelin, et mon théoricien de la pédagogie, Léonard Bourdon, qui a tant d'importance dans ce livre, puisque c'est lui qui a voulu s'emparer de l'Auguste Vieillard, il n'est pas le plus important des théoriciens de la pédagogie de la Convention, mais il est un des 4 ou 5 plus importants. Eh bien, lui aussi, il passe son temps sous la Révolution à traquer l'orphelin. Il voudrait des orphelins dans son établissement. Alors on va dire, bien sûr, les orphelins ont plus besoin que d'autres de substituts, bien sûr, à une famille, mais en profondeur derrière, il y a cette idée que l'orphelin est entièrement malléable et qu'on ne va pas être gêné par la présence directe ou implicite des parents dans la manière dont on se conduit vis-à-vis de ses enfants, oui, et dans le modelage qu'on veut leur imposer. C'est la proie idéale, au fond. Donc, Émile est orphelin, et les élèves de Léonard Bourdon, de préférence, sont orphelins. Il n'en trouvera pas assez, donc il y aura des appels aux pères de famille aussi. Mais enfin, Émile est orphelin. Et vous remarquerez une chose aussi, c'est une évidence que j'ai remarquée en cours de route, une évidence qui ne m'est même pas apparue tout de suite, c'est que Rousseau, qui a eu des enfants, comme on le sait, il les a rendus orphelins. Orphelins, bien sûr. Il dit dans ses confessions, il dit qu'en abandonnant ses enfants, en confiant mes enfants à l'éducation publique, c'est ce qu'il dit, je crus faire acte de citoyen et de père. Ben voyons, il faisait de bonnes raisons. Et donc, il y a une cohérence parfaite. Alors là, je reviens à la question que vous me posiez. Cette phrase de Rousseau, s'approprier l'homme, ce qui importe le plus à l'homme, c'est de s'approprier de l'homme lui-même. Cette phrase est d'un manuscrit d'Émile qui est de 1760. Alors, ça en fait une date ronde, et puis, de toute façon... ça ne posait pas cette date en elle-même ne posait pas un gros problème. Mais en plus, c'est parfaitement cadré. Oui, comme ça. Bien sûr. Et puis avec vos 3 personnages de la famille Mirabeau que vous décrivez, le père et les 2 fils, oui. Ça permet bien de rappeler et d'insister sur le fait que tout n'est pas né en 1789. Et là, oui. C'est dans un autre sens que j'emploie ça. On reproche beaucoup... à l'histoire actuelle de croire que la France commence en 1789, mais nous aussi, il ne faut pas qu'on oublie que la Révolution n'est pas née en 1789 et qu'elle a des germes qui sont très anciens, et on le voit bien avec cette famille Mirabeau. Cette famille Mirabeau, oui, quand je parle à propos de Mirabeau Tonneau, qui est un de mes héros, mon héros préféré, ça se sent dans le livre. Le trio du père Mirabeau, qui est lui un philosophe, qui s'est autoproclamé l'ami des hommes, qui n'est pas l'ami de ses proches, puisqu'il a particulièrement abusé des lettres de cachet. Il a réussi à faire enfermer son épouse et son fils aîné, dont de cette manière-là, elle a contribué à faire un révolutionnaire.
Donc Mirabeau père, théoricien de la physiocratie, c'est un philosophe économiste, comme on dit, le grand Mirabeau que nous connaissons, et puis ce Mirabeau Tonneau beaucoup moins connu. C'est vrai que ça fait un trio particulièrement haut en couleur. Eh bien, professeur, c'est vraiment un éclairage tout à fait remarquable que vous venez de nous faire dans ces minutes et premières parties de l'émission. Nous allons écouter maintenant le bobino de la fête. Vous savez que ça, c'est très important pour vous d'ailleurs également, professeur, et pour la vie de la radio. Et avant d'envoyer, que Arnaud à la technique nous envoie ce bobino, je voudrais signaler à nos auditeurs très brièvement que les 10e journées de l'histoire de l'Europe auront lieu les vendredis 31 mai et samedi 1er juin 2013 de 11h à 20h au centre Malesherbes-Sorbonne, qui est donc 108 boulevard Malesherbes, 10h-20h, de 10h à 20h. Et il y a un numéro pour s'inscrire que je vous donne tout de suite, 01 48 75 13 16. Donc, vous aurez absolument toute information et inscription au 01 48 75 13 16. Donc, les 10e journées de l'histoire de l'Europe, vendredi 31 et samedi 1er juin 2013, de 10h à 20h, au centre Malesherbes-Sorbonne, 108 boulevard Malesherbes. Et je vais rappeler à nos auditeurs qui sont donc à l'écoute de Radio Courtoisie et que nous avons le très grand plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui le professeur Xavier Martin autour de son ouvrage S'approprier l'homme aux éditions Dominique Martin-Morin, qu'il va venir nous présenter à la fête de la Courtoisie. Dimanche 9 juin, à Paris, fête de la Courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 9 juin, de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux, offrez des livres dédicacés. Demandez dès maintenant vos billets d'entrée. Envoyez-nous un chèque avec une enveloppe timbrée et libellée. Retenez, dimanche 9 juin, fête de la Courtoisie, espace Champéret, 1 place de la Porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Ostreicher, métro Porte de Champéret. Entrée 5 €. Gratuit sur présentation de la carte d'auditeur et pour les personnes de moins de 27 ans. Écrivez à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Eh bien, le professeur Xavier Martin, qui est assis en face de moi dans le studio, j'ai à ma droite Anne Collin, voilà, vous n'ignorez plus rien, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Le professeur Xavier Martin, donc, vient signer ses ouvrages à la fête de la Courtoisie, le 9 juin, à l'espace Champéret, comme on vient de vous l'expliquer. Et vous serez au comptoir de Philippe Pichot-Bravard, oui. Qui dirige un journal sur Radio Courtoisie, un journal Lumière de l'Espérance maintenant, un dimanche sur 4, de midi à 13h30. Et donc vous serez à son comptoir. Est-ce que vous pouvez nous donner d'abord un peu les horaires ? Vous serez là toute la journée ? En principe, oui, je serai là dès l'ouverture, en principe. Donc c'est 11h, 19h, comme vous le savez. Si la SNCF ne s'y oppose pas. Bon, bien, nous espérons vivement. Oui. Et alors peut-être pourriez-vous nous dire également quels autres ouvrages vous allez signer ? Eh bien, seront là les ouvrages, Régénérer l'espèce humaine, Utopie médicale et Lumière, c'est sur l'aspect eugénique de la pensée des Lumières. Ouais. Donc, ça n'est pas rien non plus. C'est pas non plus très innocent. En relation avec la bioéthique actuelle. La France abîmée. Oui, qui est un super La livre. France abîmée, où je ne dis pas, contrairement à ce qu'on croit quelquefois, je ne dis pas que la Révolution a abîmé la France, mais que ses contemporains, y compris les révolutionnaires, en ont eu le sentiment aigu. Et mis à part une frange infime d'entre eux, genre Robespierre, Saint-Just, en dehors de ce créneau-là, les révolutionnaires, y compris la classe politique républicaine du Directoire, a eu ce sentiment très fort
que la Révolution avait abîmé la France. Retour sur un itinéraire, qui était mon livre le plus récent et où qui porte l'histoire de toute cette recherche au total assez étonnante, en tout cas qui a été pour moi un enchaînement d'étonnements. Et puis Voltaire méconnu qui de tous mes livres a été celui auquel le public a fait l'accueil le plus favorable. Très bien. Voilà des titres, de superbes titres. Et alors, je vais quand même rappeler, malgré tout, comme disait Jean Ferré, il y a des auditeurs qui naissent tous les jours. Alors, il faut quand même leur rappeler que vous êtes historien des idées politiques, professeur émérite des universités d'Angers. Oui. Que vous avez donc travaillé sur l'anthropologie révolutionnaire, et l'on dit que vos travaux, ont la réputation d'avoir modifié l'approche historique de la vision de l'homme au siècle des Lumières. Nous sommes en plein dans ce domaine. Est-ce que je peux vous demander, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, peut-être de nous expliquer, avant que nous partions peut-être vers les temps actuels, comment vous en avez été amené à découvrir cette anecdote, entre guillemets, qui est très importante sur l'Auguste Vieillard? Tout simplement parce que j'ose à peine parler d'une méthode tellement c'est élémentaire, mais je me suis rendu compte très vite que pour bien connaître, pour découvrir beaucoup de choses sur ces époques, je dis ces époques parce que j'ai commencé par le consulat, en m'occupant beaucoup, en tant qu'historien du droit, de ce que les rédacteurs du Code civil avaient dans la tête. Et quand je dis rédacteurs du Code civil, c'est la classe politique qui légifère à ce moment-là. Donc ce sont des gens qui sont passés à travers la Révolution, donc on est déjà très proches. Je me suis rendu compte que le dépouillement systématique des sources massives, des sources de très grande ampleur, leur dépouillement systématique permettait de trouver une multitude de choses que l'on ne cherchait pas forcément. Si on cherche une aiguille dans la botte de foin, on a peu de chances de la trouver, mais si on fait le détail de la botte de foin, on va trouver beaucoup de choses, auxquelles on ne s'attendait beaucoup de détails auxquels on ne s'attendait pas. Ouais. C'est comme ça que j'ai procédé. C'est un des grands charmes des archives. Et au fil des années, mes dossiers se sont constitués comme ça. Ils se sont constitués un peu tout seuls, et avec beaucoup de thèmes auxquels je n'aurais jamais pensé d'abord. Beaucoup de croisements entre des thèmes qu'a priori on ne songerait pas à rapprocher les uns des autres, etc. Voilà, c'est comme ça que les choses se sont passées. Est-ce que je peux revenir un instant en arrière? Bien sûr, mais j'allais vous dire, souhaitez-vous revenir un peu sur le contenu de votre ouvrage un détail significatif. Nous avons tout le temps avant les temps actuels. Un détail significatif dont je n'ai pris conscience que pendant la pause. Rousseau, lorsqu'il dit « Émile est orphelin », oui. Il dit Émile est orphelin, son père et sa mère, il fait allusion au père et sa mère, il dit chargé de leurs devoirs, moi, le devoir du père et de la mère, je succède à tous leurs droits, il doit honorer ses parents, mais il ne doit obéir qu'à moi. C'est donc un faux orphelin. C'est un orphelin dont les parents sont vivants. Ah oui. Il ne doit obéir qu'à moi, honorer son père. Et donc, bien de même que mon Auguste Vieillard n'est un serf que honoris causa, Émile est orphelin honoris causa, parce que ça arrange bien Rousseau. Et on a là encore, vous voyez, je n'avais pas pris conscience de ça. J'avais bien vu en donnant cette phrase-là que c'était un petit peu bancal, mais en réalité, on est là vraiment dans l'idéalisme de Rousseau au sens opposé à réalisme. Ça l'arrange qu'Émile soit orphelin, donc même si les parents existent, Émile est orphelin. Mais je vais faire une comparaison, alors qui va vous paraître certainement totalement à côté du sujet, mais c'est pas certain. Mais pas nécessairement. Il y a dans Lucky Luke, dans un album de Lucky Luke qui s'appelle Dalton City, quelque chose qui correspond exactement au principe des révolutionnaires. C'est Avrel, qui est l'imbécile de service, mais qui souvent est le plus intelligent. C'est Avrel qui arrive dans une ville que les 4 Dalton ont prise et qui vont baptiser Dalton City. Et Avrel dit, on en fera notre ville natale. Ah, ben voilà. C'est grandiose. Oui, mais tout à fait. Cette espèce d'idéologie poussée à l'extrême. Oui, ou ce qu'il y a dans la tête
des gens se mettent à la place de la réalité. C'est tout à fait... oui, on est en plein dans la démarche révolutionnaire. Oui. Justement, Anne-Colin, je voulais vous poser la question. Vous qui êtes à la fois professeur et mère de famille, vous avez les deux casquettes. Comment voyez-vous les choses, au fond, dans cette dualité, je dirais, entre le professeur qui doit apporter quelque chose aux enfants, donc les former, et puis la mère de famille? Comment peut-on équilibrer aujourd'hui ces deux facteurs, enfin ces deux éléments? Alors là, c'est vraiment une question... Désolée. Non, mais bon, d'abord, le professeur n'est pas le professeur de ses enfants. Donc déjà, il y a une part, une séparation nette. Ensuite, je pense que la question actuelle, elle se pose davantage de nos jours. Jusqu'à quand pourrons-nous confier nos enfants à l'école ? Elle est plutôt dans ce sens-là maintenant. C'est ça qui est assez dramatique. Et égoïstement, je me dis, heureusement que mes enfants commencent à grandir et que cette question, je n'aurai pas trop à me la poser, mais ce seront eux qui auront à se la poser pour leurs propres enfants. Jusqu'à quand Moi, je vais donner un avis de grand-père. Nous trouvons que nos enfants ont infiniment plus de mérite à avoir des enfants et éventuellement beaucoup d'enfants que ce n'était notre cas. Bien sûr. Pour tout un tas de raisons, mais particulièrement pour celle-là. Oui. Un dernier petit point avant qu'on en vienne peut-être aux considérations plus actuelles. Vous évoquiez tout à l'heure Jean Ferré, je crois, vous, Dominique. Et lorsque je vous ai lu, Xavier Martin, et que j'ai lu la sortie de Mirabeau à l'Assemblée, j'ai pensé justement à Jean Ferré qui aimait rappeler combien il avait d'affection pour Madame du Barry, qui était l'une des seules à avoir eu le courage de prononcer le mot de liberté et demander à son bourreau un petit instant. Et il aimait cet élan justement de liberté qui avait tant manqué à la noblesse d'Ancien Régime, qui était habituée uniquement, comme il disait, à nous autres qui n'avions appris qu'une chose, c'est à bien mourir. Et là, je pense qu'il aurait trouvé dans cette sortie de Mirabeau ce qui avait manqué peut-être beaucoup comme réaction au moment de la Révolution française. Peut-être. C'est une réaction d'intelligence. C'est l'intelligence qui jaillit, l'intelligence, le bon sens et l'intelligence qui jaillissent là. Faites ce que vous voulez, mais laissez-le libre. Et en plus, c'est drôle, et ces gens-là n'étaient pas drôles. Enfin, ils étaient drôles vraiment au second degré ou au troisième degré. Oui. Alors justement, j'ai un petit peu travaillé mes faibles connaissances sur Vincent Peillon. C'est pas vraiment quelqu'un auquel je m'étais particulièrement intéressée, mais là, je crois que avec ce livre que vous venez de publier, qui s'intitule S'approprier l'homme, on est en plein dedans. Enfin, parce qu'il a dit des choses qui semble avoir été dite à la tribune de la Convention. Il est dans le... On est dans... Vous avez peut-être... Oui, j'ai une, mais vous pourrez à tout à loisir en évoquer d'autres. Je cite simplement il faut, et j'ouvre les guillemets. Alors, c'est Vincent Peillon qui parle. Arracher les jeunes à leurs conditionnements familiaux et culturels. Tout est dit. Oui, tout est dit. Et donc, il y a un commentaire, l'État doit donc les prendre en main le plus tôt possible. Mais ce n'est pas lui qui a dit ça. Lui, il a dit il faut arracher les jeunes. Arracher. Oui. Et donc, il y a dans un de ses ouvrages, alors, il y a un ouvrage qui est assez ancien, qui est de 2008. Oui. C'est ça. J'ai pris connaissance depuis que mon livre est sorti. Eh bien, je vous laisse. Parce qu'on m'en parle. Bien sûr. Mais bien sûr, c'est la réaction finalement. Vous voyez quelle réaction vous avez suscité. Oui. Est-ce que vous voulez... Il est trop tard. Mon livre est publié. Je ne peux plus m'abstenir. Et vous avez peut-être, vous auriez le plaisir, plaisir si on peut dire,
a évoqué justement cet ouvrage. Est-ce que vous en avez retenu? Non, parce que je l'ai pas. Vous ne l'avez pas eu. Il fait partie de mes comment dire. Il est dans mes projets de le regarder de près. Mais c'est vous avez les citations? Oui, j'ai une citation. Il faut les donner parce qu'elles sont saisissantes. Oui, son éditeur était Le Seuil. Il faut quand même être professionnel. Disons qu'il a été édité par Le Seuil. Et le titre du livre, c'est La Révolution française n'est pas terminée. Tout un programme, je pense. Bien sûr. Et alors, la révolution... Jusque-là, nous sommes d'accord. Oui, la révolution... la révolution est un événement métahistorique, c'est-à-dire un événement religieux. La révolution implique l'oubli total de ce qui précède la révolution. Et donc l'école a un rôle fondamental, puisque l'école doit dépouiller l'enfant de toutes ses attaches pré-républicaines pour l'élever jusqu'à devenir citoyen. Et c'est bien une nouvelle naissance, une transsubstantiation qui opère dans l'école et par l'école, cette nouvelle Église, avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de la loi. Là encore, je dirais, tout est dit encore d'une manière peut-être encore plus forte. Mais quand on voit le parcours, les révolutionnaires ont tout de suite compris que si vous voulez façonner des générations qui soient à leur botte, j'allais dire, il fallait prendre les enfants forcément au départ. Bon, donc ils ont voulu s'approprier l'homme. Et par la suite, à part bien entendu les périodes d'exception comme la Restauration et la Monarchie de Juillet, où c'est sous la Monarchie de Juillet, enfin un tout petit peu à la fin de la Restauration, mais surtout sous la Monarchie de Juillet, que s'est créée l'instruction publique. Et alors là, on ne cite jamais, ou presque jamais, Guizot, qui est quand même le grand. Il y a sa lettre aux instituteurs qui est tout à fait remarquable. Bon. Et puis ensuite, bien sûr, alors la Troisième République, enfin il y a eu d'autres régimes entre-temps, mais enfin la Troisième République, elle, alors là, s'est lancée, avec Jules Ferry en particulier, dans cette appropriation des enfants. Et ça ne s'est jamais arrêté, à tel point que, je crois que c'est en 1932, on a décidé que ce ne serait plus l'instruction publique, mais l'éducation nationale. C'est quand même cette rupture et cette transformation est quand même symbolique et très parlante pour ce qui concerne justement le changement qu'on a voulu donner à l'instruction. C'est l'application au ralenti, c'est-à-dire sur les décennies, c'est l'application de ce qu'on a tenté de faire au cours des années révolutionnaires, beaucoup trop vite parce que on ne bouscule pas la réalité comme ça, que le cours des événements révolutionnaires, des événements politiques était lui-même un maelstrom qui échappait à ceux qui tenaient successivement la barre. Et donc on n'a pas finalement réussi grand-chose, sinon à faire beaucoup de mal. Enfin, on a fait beaucoup de mal négativement. Enfin, il y a toute une génération ou une demi-génération d'enfants qui n'a pas vraiment été formée scolairement, quoi, à cause de ça, parce qu'on n'a pas eu le temps de mettre les choses en place. Au total, l'entreprise, dans ce qu'elle avait de plus totalitaire, a échoué parce qu'elle était parfaitement irréaliste. Mais évidemment, depuis, on va tout doucement dans le même sens. On a exactement la même chose avec le calendrier révolutionnaire. Le calendrier révolutionnaire qui voulait déchristianiser le cours du temps. On a cru qu'on allait le faire en un clin d'œil, ça n'a pas marché. L'opinion publique a beaucoup résisté. Et c'était un domaine où la résistance, c'était un abcès de fixation de la résistance qui permettait à la population de faire beaucoup de mauvais esprits, etc., etc. Donc le calendrier révolutionnaire s'est effondré, mais la tentative de déchristianiser le temps, elle va beaucoup plus doucement, mais elle n'en est pas moins, engagée et elle n'en marque pas moins des points. Oui, c'est capital ce que vous êtes en train de dire, parce qu'effectivement, la Révolution française, lorsqu'on regarde sur sa période stricte historiquement,
n'a pas fait grand-chose d'un point de vue pratique. Regardez, même le système parlementaire, il faut attendre la Restauration pour une véritable mise en place d'un système parlementaire, alors que c'était quand même au nom de la représentation de la nation que la Révolution s'était mise en place. Et là, effectivement, on peut s'étonner de se dire finalement, cette obsession révolutionnaire, pourquoi 220 ans après, on en est toujours au même point. Mais il fallait pas la brutalité, il fallait la stabilité politique pour que progressivement les choses se mettent en place. Et le calendrier républicain dont vous êtes en train de parler, je trouve que c'est un élément très éclairant sur cette mise en place très progressive. Un très beau dossier, le calendrier républicain. Mais c'était tellement contre nature et c'est tellement contre les usages que ça n'a pas marché. Mais ça marche doucement. On est en la fête de la musique maintenant, mais c'est tout à fait dans l'esprit des fêtes révolutionnaires qui doivent remplacer les fêtes chrétiennes. Tout à fait. Je prends cet exemple parce que c'est particulièrement réussi. Le nom des vacances. Évidemment. Les vacances qui sont totalement dissociées des fêtes qu'elles étaient censées représenter, les vacances de Noël et de Pâques, Noël encore, mais Pâques c'est terminé depuis longtemps. Et les artisans du calendrier ont été surpris de bonne foi que les paysans à qui on donnait du floréal, du prairial, etc., ne soient pas contents. On sent le désarroi que notamment dans les campagnes, ça ne prenne pas, alors qu'on leur apporte quelque chose qui est plus naturel encore que la nature. Oui, mais ils sont déroutés. Ce sont les sous-marins maintenant qu'ils appellent comme ça, alors ça ne va plus. Alors donc, ils sont décontenancés, ils sont décontenancés de bonne foi. Et les historiens, alors, ont la vie compliquée, parce qu'il faut tout de suite, il faut donner absolument l'équivalence, la correspondance, plus exactement. Il y a eu la bataille du Décadi, Décadi contre le dimanche, pour essayer d'extirper le dimanche, etc. Bien sûr, j'aime beaucoup, à propos là, peut-être est-ce que je radote un peu, mais j'aime beaucoup cette anecdote qui se passe en Anjou pendant la Révolution, enfin dans le département de Maine-et-Loire. Je ne sais plus dans quelle commune les administrateurs républicains sont désolés et écrivent à l'administration départementale. Ils sont complètement découragés sous le directoire parce que les paysans, lorsque le dimanche tombe le même jour que le Décadi, les paysans travaillent ce dimanche pour ne pas avoir l'air de chômer le Décadi. Extraordinaire. Extraordinaire. Dans toutes les choses, j'ai trouvé au total évidemment une grande masse de choses amusantes dans la documentation de l'époque, mais celle-là m'est particulièrement chère à ce titre-là. Mais je crois que les auditeurs de Radio Courtoisie doivent lire en priorité vos ouvrages, et particulièrement celui dont nous parlons aujourd'hui, car vraiment c'est une mine, vraiment, vous disiez c'est concentré, effectivement, c'est une concentration. Alors en plus, je voulais donner un côté, vous me pardonnerez, un petit peu mercantile à tout ça, cet ouvrage ne coûte que 14 €. Par les temps qui courent, je pense que c'est précieux pour les auditeurs de Radio Courtoisie de penser qu'ils peuvent acquérir une telle somme pour 14 €, alors que les ouvrages, souvent, coûtent le double. Donc, je pense que c'est très important de pouvoir atteindre un maximum de personnes à travers vos livres. Et bien entendu, les auditeurs de Radio Courtoisie vous suivent certainement d'abord depuis longtemps, et puis en plus, c'est leurs propos aussi, ça rejoint leurs propos, certainement, et le sentiment de beaucoup, pas tous peut-être, mais de beaucoup. Mais je crois que ce que vous disiez sur Anne Colin de l'éducation d'aujourd'hui et de ce qui s'y passe, c'est affolant de penser que les enfants sont confiés à des gens qui écrivent de pareilles choses, de pareilles horreurs, je dirais même. Mais dans l'épilogue de son ouvrage La Houval mariage, Agnès Valk
fait une espèce de fiction, Pierre Corwell, sur le monde de demain. Et ça rejoint vraiment... Bon, c'est long, donc je ne vais absolument pas le lire aux auditeurs, parce que c'est à peu près 4 pages de fiction sur ce monde que nous dessine ce mariage pour tous, totalement dépassé d'ailleurs déjà. Hein, elle le montre très bien. Enfin, c'est presque ringard, la revendication du mariage pour tous. Et c'était exactement ce que vous dites, c'est-à-dire un monde, on parlait déjà des enfants en disant que ce sont des survivants, puisque ce sont des survivants de l'avortement, ceux qui sont là, mais c'est un monde et de survivants et d'orphelins, avec... on retombe sur ce que vous disiez elle le montre très bien, c'est-à-dire qu'on va vers un projet où l'amour filial n'existe plus, c'est un amour parental reconstitué, avec des enfants confiés à l'adoption, donc inévitablement orphelins au départ. Oui, c'est la violence de l'utopie. Il y a une part d'utopie dans la pensée des Lumières, il y a une part d'utopie dans la pulsion révolutionnaire très forte, d'autant plus redoutable que l'utopie est bien intentionnée, c'est pour que les gens soient plus heureux qu'avant. Donc ça auto-légitime celui qui essaie de mettre les choses en place, et puis comme c'est une bonne intention et que c'est pour que ça soit bien, ceux qui s'y opposent, a priori s'opposent à quelque chose de bien, sont donc vraiment des gêneurs sociaux qu'il s'agit soit de rééduquer, soit d'éliminer pour que le bonheur qui dans la société utopique est une société parfaite, et les opposants empêchent l'unanimité, empêchent la perfection. Il est logique, au-delà de tout sentiment de méchanceté à leur égard, il est logique d'en venir à les éliminer. Éliminer signifiant mettre hors des limites, ou exterminer hors de la frontière, tout simplement. Mais tout simplement. Le mot qui nous vient à tous à l'esprit, et je l'entends souvent à l'antenne de Radio Courtoisie, c'est totalitarisme. Mais bien sûr, oui. Vous l'acceptez, ce mot? Tout à fait. C'est le mot qui techniquement convient, tout à fait. Et le totalitarisme est très souvent lié, et c'est le cas pour l'époque où nous sommes. Je parle en historien, je parle de la Révolution, lié à la bonne intention. Hein. Totalitarisme et bonne intention font malheureusement très bon ménage. On le voit très bien dans l'appropriation de l'art, qui a sauvé certains éléments de la destruction révolutionnaire. Il y avait de la bonne intention lorsqu'on dissocie dans des statues, dans des bâtiments, ce qui est bon à garder de ce qui est mauvais, comme vous le dites. Mais on sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions, quelqu'un l'a dit. Mais vous savez que les révolutionnaires soviétiques ne s'y sont pas trompés au sujet de l'utopie. Thomas More figure sur la colonne, l'ancienne colonne des Romanov, parmi les penseurs révolutionnaires. Et je l'y ai vu. Et j'ai même découvert le curé Mélier, qui est un curé de Champagne qui est mort en laissant un testament où il disait qu'il ne croyait pas en Dieu et où il donnait les principes d'une société communiste. Voltaire, qui a eu connaissance de ce document, l'a utilisé uniquement dans sa portée anti-religieuse, mais pas dans sa portée sociale, parce qu'évidemment Voltaire était pour la propriété. Et j'ai eu la stupeur de voir que sur cette colonne où est le nom de Thomas More, eh bien on a également le Mélier. Qui a ses honneurs extraordinaires pour un obscur curé de campagne de Champagne. Effectivement. Alors, il nous reste très très peu de minutes dans cette émission. Oui. Je souhaiterais que le professeur Xavier Martin nous fasse une conclusion extrêmement brève. Avant, je vais lire quand même deux messages d'auditeurs. Une auditrice nous dit « Tout ce que j'entends explique la réaction d'un jeune couple franco-hongrois. Nous aurons des enfants, mais pas en France. » Et un autre auditeur, alors, nous parle il nous dit que quand nous étions jeunes, nous avions une petite devise ou une petite blague
Il est beau Mirabeau, mais Mirabelle est encore plus belle. C'est charmant. Et il, nous dit que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a inventé la fête de la musique. Alors, c'est pas Jacques Lang. Mais d'après lui, Jacques Lang aurait repris l'idée de Valéry Giscard d'Estaing. Tu en es très capable. Ah, tout à fait. Voilà. Alors, il nous reste 2 minutes, même pas, pour rappeler aux auditeurs que nous recevions avec un très grand plaisir, et nous l'aurions entendu encore longtemps, avec un grand plaisir encore, le professeur Xavier Martin pour S'approprier l'homme, un thème obsessionnel de la Révolution, 1760-1800, chez Dominique Martin-Morin. Vous avez 1 minute, professeur, pour votre conclusion que nous souhaitons, bien sûr, vous donner. D'abord, je vous remercie beaucoup. Je suis très, très sensible à cette invitation. Oui. Je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu avec tant de courtoisie. Et que dire sur ces ouvrages, sinon qu'il demeure un chantier très considérable pour remettre en perspective notre regard sur la Révolution française. Il y a beaucoup de choses qui seraient encore à dire. J'espère, si Dieu me prête vie et santé, pouvoir faire émerger de ma documentation d'autres éléments qui sont au moins aussi étonnants et peut-être pour certains davantage. Eh bien, je ne vous étonnerai pas, professeur, en vous disant que nous le souhaitons vivement, comme beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie. Et donc, alors, nous vous donnons rendez-vous, même si vous n'êtes pas à notre comptoir, ce n'est pas grave, mais je sais que vous serez dans de bonnes mains avec Philippe Puissot-Bravard. Nous vous donnons donc rendez-vous, cher professeur Xavier Martin, le 9 juin à l'Espace Champéret, pour la fête de la courtoisie. Et nous, Anne, à mardi prochain. À mardi prochain. Merci pour tout. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre les livres du jour, les mardis de la mémoire, créés par Pierre Chaunu et dirigés par Anne Collin et Dominique Paoli, diffusés en direct mardi 28 mai 2013 de 10h45 à 11h45. Ils sont diffusés en différé dans l'après-midi de 14h à 15h, mercredi 29 de 6h à 7h, samedi 1er juin de 14h à 15h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ces livres du jour ont été réalisés par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ces livres du jour. Commandez le CD-ROM de l'émission pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.